dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, c'est un exercice de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse qui sont avec nous pour terminer cette année 2025. Smart Bourse sera en pause et reviendra bien sûr début janvier. Clémence Tanguy est avec nous en plateau, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. C'est donc bientôt l'heure des bonnes résolutions pour investir en bourse en 2026. C'est évidemment le sujet qui nous rassemble, Clémence, parce que oui, investir en 2026, partant de ce qu'on a connu en 2025, ça s'annonce pas forcément comme quelque chose d'évident ou de très facile. Non, c'est même plutôt compliqué. Ouais. On est quand même sur des valorisations très élevées. Alors, il y a certains experts qui anticipent une forte correction, notamment sur les valeurs de la tech. D'autres qui prédisent une belle croissance du S&P 500 pour l'année prochaine, notamment Deutsche Bank qui voit ça à plus de 12%. Donc, qui croire, voilà, oui. Ça devient un peu compliqué, notamment pour l'investisseur particulier. Mais bon, il y a quand même quelques solutions, quelques bonnes résolutions simples, actionnables, qu'on peut mettre en place pour investir en bourse en 2026 avec un peu plus de sérénité. Mais c'est intéressant, effectivement, parce qu'on aurait pu être un moment, alors je dis n'importe quoi, mars 2009, c'est le point bas de la crise des subprimes. Évidemment, quelqu'un qui commence à investir en mars 2009, c'est peut-être pas tout à fait la même manière de faire que quelqu'un qui commence à investir en janvier 2026. Quand on est comme ça, dans des marchés valorisés, plein, avec de belles performances et de belles trajectoires depuis une bonne paire d'années maintenant, effectivement, quelles sont les premières règles à avoir en tête Alors, il va quand même falloir continuer à investir, puisque ça serait quand même imprudent de se dire les marchés sont plus hauts, on n'investit pas. Non, il faut. Alors, ce qu'on commence par faire, alors déjà, la première chose, c'est avoir une épargne de précaution. Alors, ça peut sembler très loin de la bourse, mais pas du tout. Une épargne de précaution, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds d'urgence, vous mettez 3 à 6 mois de dépenses dessus. C'est un fonds d'urgence qui va vous servir à payer toutes les factures imprévues et urgentes. Et vous gardez ça sur un livret bancaire à capital garanti. Et un livret bancaire, pas un fonds euro, parce que vous devez pouvoir retirer vos fonds rapidement si vous en avez besoin. Et pourquoi il faut absolument faire ça ? Parce que si vous investissez d'emblée sur les marchés financiers, que vous n'avez pas votre matelas de sécurité, si vous avez besoin d'argent, vous pourriez éventuellement devoir retirer des fonds sur des positions à un moment où ça ne sera pas du tout opportun. Intéressant. Exactement. Oui, ce qui casse l'intérêt de l'investissement ou la pertinence. En fait, voilà, c'est ça. Vous devez avoir un horizon moyen-long terme pour investir en bourse et vous devez donc avoir un matelas de sécurité pour pouvoir récupérer vos billes si jamais vous en avez besoin. Voilà, ça, d'autant qu'on a dit que 2026, on part peut-être de niveau de marché élevé. Alors, avec des risques de marché élevé, avec des risques évidemment de correction qui ne sont pas négligeables, loin de là. Il y a aussi quand même des tensions géopolitiques toujours assez persistantes. Donc, on n'est pas du tout à l'abri de corrections ou juste d'une très forte volatilité. Et ça peut évidemment arriver au mauvais moment pour vous. Avant de passer ces premiers ordres, toujours bien définir son profil et l'enveloppe qui va avec. Bien définir l'enveloppe qui va avec. Alors, en 2026, quand on a vu la frénésie des députés qui se sont passionnés pour le durcissement de la fiscalité, il est prudent de se dire qu'il faut privilégier les enveloppes fiscalement plus avantageuses. Donc, si vous voulez investir en actions européennes, vous allez vous tourner vers le PEA, puisque le PEA, ça vous permet quand même, au bout de 5 ans de détention du plan, de ne payer plus que les prélèvements sociaux et pas l'impôt. Donc, alors, vont-ils augmenter ou pas, ces prélèvements sociaux ? On ne sait pas. Pour l'instant, ils sont à 17,2, mais pour l'instant, vous ne payez que les prélèvements sociaux et vous êtes exonéré d'impôts. Donc, ça reste intéressant. 17,2, c'est toujours moins que la flat tax. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, en plus, évidemment, la fiscalité s'applique uniquement si vous retirez l'argent de votre plan. Donc, si vous gardez l'argent à l'intérieur de votre plan, vous n'êtes pas taxé. Donc, que ce soit pour toucher des dividendes et les réinvestir, que ce soit pour revendre des positions et ensuite les réinvestir et capitaliser vos gains, ça reste très intéressant fiscalement. Donc déjà, le premier. Deuxième enveloppe que vous pouvez évidemment privilégier, c'est l'assurance vie qui est beaucoup plus polyvalente, puisque alors là, vous allez pouvoir investir en bourse. Alors, les meilleures assurances vie vous permettent d'investir dans des titres vifs, mais pas toutes. Mais vous pourrez aussi investir via des ETF ou via des OPCVM.
Et puis, évidemment aussi, il y a du fonds euro, de l'immobilier, voilà. Donc ça, c'est... Et l'assurance vie, elle vous permet, au bout de 8 ans de détention du plan, d'être taxé à seulement 24,7 au lieu des 30% de flat tax. Et puis, vous avez aussi un abattement appliqué sur les gains réalisés tous les ans, 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Alors attention quand même, parce qu'il y a des plafonds à respecter. Il ne faut pas que l'assurance vie, l'encours de l'assurance vie, tout contrat confondu, dépasse 150 000 € pour une personne seule, 300 000 € pour un couple. Mais ça reste quand même intéressant. Vous avez aussi des avantages fiscaux à la sortie, à la succession. Donc voilà, c'est quand même une enveloppe à envisager. Ouais. Et puis oui, comme vous dites, c'est très tout-terrain. C'est très tout-terrain. On peut faire beaucoup de choses avec l'assurance vie. Exactement. On peut financer énormément de projets. Bon. Et puis, il y a le PER. Le PER, vous réduisez votre impôt, ça, il ne faut pas le négliger. Alors attention, parce que c'est un placement tunnel, donc vous récupérez vos fonds normalement à la retraite, sauf rare cas de sortie anticipée, mais bon, voilà, on ne va pas parier là-dessus. Et alors là, vous pouvez déduire de votre revenu imposable les versements que vous effectuez sur votre PER, dans la limite, bien sûr, d'un certain plafond, qui est à peu près 10% de vos revenus. Mais voilà, c'est quand même des enveloppes qui vont vous permettre de bénéficier d'une fiscalité un peu adoucie, ce qui finalement pèse aussi sur la performance et va vous permettre d'augmenter vos gains. Ce qui peut peser aussi sur la performance, ce sont évidemment les frais. Les frais, alors ça, les particuliers sont focalisés sur la fiscalité sans forcément penser aux frais. Les frais sont tellement importants. Faites la chasse aux frais, alors. Exactement. Faites la chasse aux frais. Alors, les premiers frais, ça va être les frais de courtage. Alors, achat, vente, les Chaque spreads. Transaction peut être taxée, hein. Chaque transaction peut être taxée. Donc, ça, faites très attention. Alors, cependant, il y a quand même de plus en plus de courtiers qui vous proposent zéro frais, par exemple, sur les plans d'investissement. Trade Republic, zéro frais sur le plan d'investissement. Il y a aussi des courtiers comme XTB ou IG qui vous font zéro commission sur les ETF et les actions. Donc, privilégiez ce type de courtier. Alors, faites aussi attention aux frais de vos produits financiers. Parce que, par exemple, un ETF, ça va être beaucoup moins gourmand en frais qu'un OPCVM. Un ETF, ça va être 0,05 à 0,7%. Un OPCVM, ça va être 1,5, 2%, voire plus. Au bout de 15, 20, 30 ans, la performance, le différentiel de performance est absolument énorme. Donc, tenez-en compte. Et puis, alors après, on a carrément les frais. Alors, ceux qu'il faudrait oublier, les frais d'inactivité, les frais de garde. Alors, ceux-là, ils sont toujours en vigueur chez les acteurs traditionnels. Votre banque traditionnelle, probablement, vous les fait payer. Et chez les meilleurs acteurs en ligne, vous ne les avez tout simplement pas. Donc, pensez aux frais, parce que c'est un moyen simple de un levier simple pour maximiser les gains sans augmenter le risque. Donc, vraiment, faites attention à ça. Après, vous pouvez aller voir sur Café de la Bourse, Café du patrimoine. Donc, vous faites des comparatifs sur les meilleurs PER, meilleure assurance vie, meilleurs PEA, meilleurs fonds de titres. Aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de traiter? Qu'est-ce qu'on va traiter le plus? Tout ça, évidemment, après, est amené à être exactement sur quel marché. Voilà, exactement. Vous investissez plus, etc. Bon, alors après, vous rentrez dans le monde de la bourse, bien sûr. Là aussi, quelques règles simples pour se protéger, sachant qu'en bourse, évidemment, le risque de perte en capital est bien présent, permanent, existe, et que c'est le principe de la bourse. Exactement. Le rendement va avec la prise de risque. Le fameux couple rendement-risque. Comment on arrive à quand même, là aussi, optimiser un petit peu la protection qu'on peut chercher. l'optimiser très simplement avec les ordres stop, les stop-loss. C'est très simple, vous mettez un stop, un niveau prédéfini qui, dès que le niveau de prix est atteint, la vente automatique se déclenche et donc votre position est protégée. Vous ne perdez pas plus que ce que vous avez bien voulu perdre. Voilà. Alors après, il y a aussi les stop-loss suiveurs qui sont encore plus intéressants. Tous les courtiers ne les proposent pas, mais les meilleurs courtiers les proposent et c'est quand même en train de se démocratiser. Donc là, vous définissez un seuil de perte que vous êtes prêt à accepter. Ça peut être 15%, 20%. Alors le seuil de perte est à définir en fonction évidemment de votre profil d'investisseur, si vous êtes plus averse au risque ou pas, et aussi évidemment en fonction du titre, parce qu'un titre très volatile, vous n'allez pas mettre le bêta du titre exactement. Compte, ça. Donc ça compte, mais donc ça va quand même vous permettre de sécuriser vos gains et d'accompagner le parcours boursier de votre titre avec quand même une sécurité qui n'est pas négligeable, avec le regain de volatilité qu'on pourrait avoir, avec les marchés très bien valorisé actuellement, c'est quand même quelque chose à prendre en compte pour 2026. Ouais. Placer des stops, c'est une règle fondamentale. L'autre règle étant, alors on dit souvent diversifier, on proclame diversifiez-vous, mais comment on s'assure de bien se diversifier c'est vaste ça. sujet. Vaste sujet. Alors
tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'il faut diversifier. Ça permet de faire baisser le risque, ça permet de faire baisser la dépendance à un secteur, à une zone géographique. Donc, c'est bien. Après, il y a beaucoup trop d'investisseurs qui se disent c'est bon, je suis diversifié parce qu'ils ont investi sur un ETF monde. Alors, non. Ça peut prêter à confusion. On se dit, alors oui, il y a une très grosse diversification numéraire parce qu'on est investi sur plusieurs milliers d'actions, mais en réalité, elles n'ont pas toutes le même poids dans cet ETF. Et un ETF monde, c'est à peu près exposé à 65% aux US, à peu près exposé à 35% à la tech US. Donc, un ETF monde, ça ne suffit pas à être diversifié. Donc, il va falloir non seulement investir sur beaucoup d'actions, mais bon, là, les ETF, effectivement, peuvent vous aider. Investir aussi sur des secteurs géographiques différents. Donc, l'ETF monde, ça ne suffit pas trop investi sur les US. Donc, vous voyez aussi les actions européennes. Les actions asiatiques, les actions des émergents. À chaque fois, vous pouvez trouver des ETF qui correspondent à voilà. Équipondérés aussi, je crois. Aussi. Ça permet là aussi de faire baisser un peu exactement au sein d'un ETF. Et puis, pensez aussi à la diversification sectorielle. Alors, on parle beaucoup de l'IA. Alors oui, certes, c'est une thématique, mais bon, voilà. Vous pouvez investir. Si vous êtes très tech, tournez-vous vers le quantique. Il y a beaucoup de voilà. Vous pouvez aussi aller vers la santé. On peut aussi se dire qu'on peut retourner un peu vers les défensives, sur l'alimentation, ce genre de choses. Bref, c'était quand même encore... Et puis, diversifiez-vous aussi sur les stratégies. Alors, les valeurs de croissance, c'est bien. Elles ont surperformé ces dernières années. Mais on peut aussi investir sur la value. On peut investir sur les dividendes. Surperforme depuis... voilà. Ouais. Bon, et puis j'aime bien cette notion, pour conclure avec vous, Clémence, mais il faut que cette pratique boursière soit aussi un plaisir, pas que l'idée de prendre son argent en main, de penser à sa retraite. Quand on a 25, 30 ans, c'est aussi important de se dire que c'est une expérience. Exactement. Et que l'expérience, on a envie qu'elle apporte du plaisir. Exactement. Alors, c'est quand même, d'ailleurs, c'est quelque chose que les courtiers ont beaucoup compris, parce que ces dernières années, on a comme une espèce de gamification du trading et de l'investissement. Il y a les applications qui vous permettent de suivre vos performances, etc. Ça devient presque ludique. Et en fait, c'est bien. Si vous voulez... Pour continuer à investir en bourse, il faut savoir y prendre du plaisir. Si pour vous, c'est fastidieux, si vous avez peur de faire n'importe quoi, si c'est une contrainte, que vous vous dites « Oh, il faut que je pense à mes investissements, ça fait 6 mois que je n'ai pas regardé où j'en suis, etc. » Que ce n'est pas quelque chose naturel, évident pour vous. Ça demande de la constance, et que vous n'avez pas envie de vous lancer dedans, et il existe des solutions. Vous pouvez déléguer la gestion. Alors, déléguer la gestion. Alors, aujourd'hui, on a quand même des robo-advisors, des plateformes d'investissement qui vous proposent d'investir pour vous en gestion pilotée, avec ou sans accompagnement, et qui permettent de faire ça de façon beaucoup plus accessible qu'avant, à partir de quelques milliers d'euros, et avec plein d'enveloppes différentes. Avant, ça se cantonnait à peu près à l'assurance vie. Maintenant, vous avez aussi le PER, le PEA, le CTO. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup Clémence, merci pour ces bons conseils et ces bonnes résolutions 2026 pour ceux qui souhaiteraient entrer dans l'investissement boursier. Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, avec nous dans Smart Bourse.